Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Comme invité pour le numéro d'émission de ce matin, chers amis internautes, j'ai avec moi, déjà installé en studio, le professeur Patrick Renou. Il est sociologue politiste, expert en gouvernance démocratique. Il est le directeur de l'administration du parti politique Renaissance nationale. Avec lui, on parlera de la fusion annoncée de cette formation politique avec l'Union progressiste, le Renouveau. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, trucs et astuces, au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle du CNHU et du CHD Borgou, l'imagerie médicale renforcée. Le CAN a écrit que le plateau technique des services d'imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoumaga, CNHU HKM de Cotonou, et le Centre hospitalier départemental du Borgou, CHD Borgou, auront bientôt des équipements modernes de pointe. Ainsi, en a décidé le gouvernement hier à la faveur de son conseil des ministres du 12 novembre 2025. Retrouvez le compte rendu intégral de la séance hebdomadaire du conseil des ministres de cette semaine, tenue sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: élection générale de 2026, la liste électorale remise à la Commission électorale nationale autonome Sénat. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: rappelé à Dieu le 7 octobre dernier, Bruno Arthur Didavi inhumé ce jour. Après sa désignation comme deuxième adjoint au maire de Boycon, Paul Adanou prend service ce jour, informe l'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École, pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le matinal, ce matin manchette, parle des élections générales de 2026 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit la liste électorale. Mission accomplie pour l'ANIP. Il s'agit bel et bien de l'Agence nationale d'identification des personnes. Le Canada écrit que conformément au calendrier électoral et aux dispositions du code électoral, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a officiellement
transmis le mercredi 12 novembre 2025 la liste électorale informatisée LEI à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La cérémonie en présence du président de la Sénat Saka Lafia, du directeur général de l'ANIP Aristide Adjinakou Niaoui, des membres du conseil électoral, des cadres techniques des deux institutions ainsi que des représentants des médias. Retrouvez l'article compte rendu à la page 2 de la livraison. Après sa disqualification au communal, le parti politique Les Démocrates, à la recherche de boucs émissaires, la Cour suprême saisie, nous informe le matinal. Matin libre à présent, gouvernance de la rupture. Ces assauts répétés contre la Constitution, de quoi parle le Canard. Lisez son article à la page 2 pour mieux comprendre. Le Béninois libéré ce matin en manchette, conseiller bloc républicain démissionnaire pour les démocrates en vue des municipales de 2026. Voyage dans la tête de Mahamadou Atikou. Il est depuis à 180 sur 110 de tension. De quoi parle le confrère? Retrouvez des détails dans les colonnes de sa livraison. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi. Cette semaine publié en manchette, conflit domaniaux. Terre minée, vous avez deux personnes devant une parcelle, si on peut dire ainsi, sur laquelle c'est inscrit parcelle litigieuse à ne pas vendre. 5 personnes sont déjà mortes. Vous avez quelqu'un qui dit, voilà le domaine, il est à vendre, il est clôturé avec électricité et eau, tous les papiers sont à jour, et à l'autre de dire, donc comme ça, tu veux me dire que tu ne lis pas ce qui est écrit sur le mur. C'est une interrogation. Retrouvez des détails, notamment sur les autres œuvres satiriques et humoristiques de la page de cette semaine du déchaîné du jeudi dans les colonnes de sa livraison de ce jeudi. L'économiste ce matin à sa une, commerce extérieur de la zone UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, les exportations dopées par le pétrole et le cacao. Bénin intelligent à présent, liste électorale informatisée, la Sénat hérite du précieux fichier. Diakpata, la lumière est ma loi, élection générale de 2026. L'ANIP transmet officiellement la liste électorale informatisée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Gaskiani Info, législative de 2026, l'impensable scénario, des détails à la page 4. La cloche à présent, protection de la diversité biologique au Bénin. Les forêts classées Mont Koufé et Warimaro érigées en parc national. Vous trouvez des détails à la page 3. On peut lire également à la une de la cloche de ce matin. Rentrée 2025-2026 du think tank REDA, unir les compétences autour des défis majeurs. Dr Serge Batonon lance un appel à l'Union pour révéler le Bénin. L'emblème du jour ce matin, figure politique du Bénin, Joseph Diogbenou, la rigueur dans l'humilité, de quoi parle le Canard. L'article à retrouver à la page 3. Parlement du Bénin, préparation du budget 2026. Les députés mis outillés pour examiner le budget 2026. La boussole ce matin, coopération sino-béninoise, nouveau geste d'amitié de la Chine envers le Parlement béninois, du matériel informatique pour le renforcement des capacités numériques. Après leur élimination pour les communales de 2026, le parti politique Les Démocrates saisit la Cour suprême. La tribune de la capitale ce matin, révision constitutionnelle au Bénin. Le sort du Sénat en jeu au Parlement demain. Décryptage info, premier salon de l'actionnariat en Afrique de l'Ouest. Le FAGAS appelle à une synergie régionale pour l'inclusion financière. Le routier à présent, Conseil des ministres, les forêts des Monts Koufé et le Warimaro passent sous statut de parc national. Révision de la Constitution, les députés convoqués pour le vendredi 14 novembre. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans le bulletin matinal d'information de ce jeudi. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis hier en Conseil des ministres. De nombreuses décisions ont sanctionné cette réunion, le point des mesures normatives avec le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léon Mbouji. Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 12 novembre 2025, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au chapitre des mesures normatives, constitution du parc national des Monts Koufé Warimaro. Le gouvernement a défini une politique de conservation des espaces naturels boisés à divers endroits du territoire national pour créer un réseau de zones protégées. C'est dans ce cadre qu'une étude de faisabilité a été commanditée sur la reclassification des forêts classées des Monts Koufé et de Warimaro en parc national.
Il en ressort que ce complexe forestier est encore bien conservé, dispose de ressources tant floristiques que fauniques pour lui conférer ce statut et que les populations, les dignitaires de même que les autorités locales des communes et villages riverains adhèrent à ce projet. C'est pourquoi, en adoptant le présent décret, le Conseil a instruit le ministre chargé du développement durable d'en assurer l'application diligente. On parle également des communications avec le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfrid Léandre Hongbeji. Au chapitre des communications, en point 1, acquisition de divers équipements au profit de centres hospitaliers. Cette opération vise à renforcer le plateau technique des unités d'imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga et du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou en les dotant de serveurs informatiques, de consoles de lecture et de consoles de post-traitement d'images, de robots graveurs, de négatoscopes, ainsi que d'un ensemble d'équipements de visioconférence. Le but poursuivi est de moderniser la gestion et la diffusion des données médicales, sécuriser le flux des examens et, surtout, garantir l'accessibilité aux résultats dans un délai réduit. Ce faisant, la qualité de la prise en charge des patients et la performance du plateau technique hospitalier devraient être optimales. Le Conseil s'est donc prononcé pour la contractualisation avec un groupement spécialisé en vue de l'acquisition et de la mise en service de ces équipements. En point 2, extension de l'hôpital de zone à la date Forzet en vue de l'érection d'un service des Grands Brûlés. Depuis sa mise en exploitation, cet hôpital connaît une telle affluence dans sa fréquentation que sa capacité d'accueil est dépassée, notamment au niveau des services de la pédiatrie et de la maternité. Dans le but d'apporter une réponse à cette préoccupation, pour faire suite à l'autorisation du Conseil, les études techniques et de conception architecturale ont porté sur l'augmentation du nombre de lits de 65 actuellement à 150, l'érection d'un service des Grands Brûlés et celui de la traumatologie. En effet, tenant compte de la recrudescence des cas critiques de brûlés référés au dit hôpital par suite d'accidents graves de la circulation, il apparaît nécessaire de disposer d'une unité de prise en charge des grands brûlés conforme aux normes internationales afin de faire efficacement face à l'afflux de patients. Enfin, il est noté que depuis l'ouverture de la zone industrielle de Glodjigbe, les résidents et le nombre de travailleurs connaissent un accroissement, d'où les besoins supplémentaires en soins de santé. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise expérimentée aux fins de réaliser ces aménagements devant faciliter la fonctionnalité optimale de cet hôpital. En point 3, construction d'un village de vacances Club Med à Vlekete dans la commune de Ouida. C'est une composante du portefeuille de projets structurants destinés à développer le secteur hôtelier béninois en vue d'améliorer l'offre touristique. Il s'agit de créer un village haut de gamme sur une superficie d'environ 25 hectares avec une offre de restauration de qualité. Le complexe comprend 336 chambres dont 30 suites de haut standing, 2 restaurants, 4 piscines, un spa de marque internationale ainsi qu'un espace bien-être. Y figurent également des terrains de tennis, de padel et de multisports, sans compter les activités nautiques. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec une entreprise qualifiée, les travaux devant être conduits dans un délai de 2 ans. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été retenu la participation de notre pays aux instances statutaires ordinaires du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, respectivement du 11 au 13 novembre 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso et le 25 novembre 2025 à N'Djamena au Tchad, puis l'organisation d'une formation certifiante en responsabilité sociale en santé au Bénin du 17 au 22 novembre 2025 et du premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail du 1er au 4 décembre 2025. S'agissant des mesures individuelles enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Inspecteur général du ministère, M. Eloge Ada. Conseiller technique au développement durable, M. Constant Hundenou.
au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, directeur général de la Société béninoise des infrastructures de l'eau, SOBIE SA, M. Sylvain Adopo-Migan. Dans un autre registre, hier, les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis pour l'ouverture du village du cinquantenaire au Palais des Congrès du Bénin. C'était lors de la célébration des 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. Le point dans ce reportage. C'est donc ainsi que le village du cinquantenaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a ouvert ses portes ce mercredi 12 novembre 2025 à Cotonou. Cette initiative vient célébrer les 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale et passer en revue les acquis et goulots d'étranglement. Ce village, qui nous permet aujourd'hui de mobiliser un large public, incluant des autorités, les partenaires, les jeunes, les communautés africaines présentes au Bénin, crée ainsi un moment que nous voudrions représentatif de l'esprit communautaire. Oui, le village du cinquantenaire de la CEDEAO n'est pas seulement un espace événementiel, c'est aussi une idée. L'idée que l'Afrique de l'Ouest, riche de ses langues, de ses cultures, de ses traditions, peut se rencontrer, dialoguer et construire un avenir commun sur la base de nos valeurs partagées que les siècles et les ans ont bien solidifiées. Jusqu'au 14 novembre, le Palais des Congrès de Cotonou va vibrer au rythme de l'intégration ouest-africaine à travers des conférences-débats, des expositions de divers pays pour un brassage culturel. Cet événement est placé sous le haut parrainage du ministre de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, Romia Douadagne. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de commémorer une date. Nous célébrons ce qui nous unit profondément, notre histoire, nos cultures, nos traditions, nos talents et notre avenir commun. Ce village, à l'image des villages africains d'antan, est un lieu d'échange, de partage et de rencontre. Il incarne l'hospitalité africaine dans ce qu'elle a de plus noble. Ouvrir ses portes, accueillir l'autre et créer ensemble un espace de dialogue et de solidarité. Lors de cette cérémonie d'ouverture, les pays membres ont célébré la diversité culturelle, le progrès et ont surtout adressé une invite à la paix et à la cohésion sous-régionale. Et puis le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a lancé une campagne de sensibilisation sur le thème « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». Cette séance de sensibilisation a débuté ce lundi 10 novembre par les habitants du 4e arrondissement de la ville de Cotonou, où a été rassemblé acteurs de la société civile et responsables d'ONG. Le point dans ce reportage que nous proposent Nasserine Fatombi et Quentin Amoussou. Mais le tout part de la mentalité. Après le 4e arrondissement de Cotonou, c'est au tour des étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM de se faire sensibiliser sur les actes de corruption en période électorale. Ce mardi 11 novembre, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC a échangé avec les apprenants sur l'importance du vote conscient. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils soient des citoyens responsables, qu'ils soient des citoyens conscients de l'exercice de leur droit de vote. C'est-à-dire qu'ils exercent leur droit de vote en toute intégrité et en toute conscience, de telle sorte qu'ils portent leur dévolu, qu'ils portent vraiment leur choix sur les candidats ou les partis qui auront des programmes qui pourront satisfaire vraiment à leurs desiderata, qui pourront vraiment contribuer à rehausser leur niveau de vie. Au terme de ces échanges, les étudiants font la promesse d'appliquer les mesures anti-corruption et de sensibiliser à leur tour les autres camarades. Comme engagement, je prends la ferme décision d'être un agent sensibilisateur déjà, ensuite d'éviter à tout prix de pratiquer la corruption et si possible de les dénoncer. Et après avoir suivi ces échanges, je pense que désormais je ferai attention à ne plus être un vecteur de corruption dans mon environnement et sensibiliser les personnes autour de moi face à la corruption.
et surtout permettre à ceux qui viennent après moi, c'est-à-dire mes frères, mes amis, de ne plus se donner à ce fléau qu'est la corruption. Ce même message est adressé à la population qui est appelée à poser un acte civique en toute conscience. Le HCPC les invite également à adopter les bons comportements. D'une manière générale, nous demandons à la population, comme l'a dit mon prédécesseur, de voter vraiment selon leur conscience. De ne pas prendre l'argent pour voter. Parce que quand vous votez en prenant de l'argent ou en subissant ce qu'on appelle la corruption électorale, c'est que il y aura, quand ceux pour qui vous allez voter seront au pouvoir, ils vont chercher à faire ce que nous appelons le retour sur investissement. Ils vont d'abord chercher à récupérer ce qu'ils ont investi, ce qui est normal. Cette campagne de sensibilisation se poursuit et s'étend jusqu'au 9 décembre 2025. Pour finir, le réseau africain pour le maintien de la paix Ramp-Bénin a clôturé son projet Dialogue Sécurité Démocratique le lundi 10 novembre 2025 à Cotonou. C'était une initiative en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et la police républicaine. Le reportage avec Anel Vianedo. Épilogue du projet Dialogue, Sécurité et Démocratie, organisé par le Réseau africain pour le maintien de la paix, Ramp-Bénin, en collaboration avec le programme SIPODI de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. Cette initiative a touché des milliers de participants dans 3 départements, dont l'Atakora, l'Ouémé et le littoral, pendant 4 mois, avec un objectif clair, renforcer la cohésion sociale entre les forces de sécurité et la population. Le Ramp-Bénin a contribué à instaurer une véritable plateforme territoriale de concertation. Ce cadre a permis de reconstruire la confiance et nous permettra forcément de continuer par le faire parce que nous en avons besoin entre les populations et les institutions. D'outiller les forces de sécurité sur la neutralité républicaine et le respect des droits humains et de favoriser des engagements collectifs pour des élections pacifiques. Ces résultats illustrent l'impact concret de notre action, celui d'une société plus responsable, plus ouverte et surtout plus confiante dans son avenir démocratique. Une initiative qui réjouit la police républicaine qui s'est impliquée dans le projet. Merci à Ramp-Bénin qui ne fait que travailler pour la paix au Bénin et qui demande à tout un chacun, que ce soit policier, que ce soit citoyen béninois, simple, de bâtir la paix là où il se trouve. 1 + 1 dit une paix, plus 2 paix, plus 3 paix, plus 5 paix fera les 14 millions bientôt environ de Béninois que nous sommes et que si tous ces Béninois militent pour la paix, il n'y a pas de raison que la paix ne soit pas au Bénin. Pour le programme SIPODI de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, cet acte est gage d'une sécurité durable. Nous croyons fermement que la sécurité n'est pas seulement une affaire d'armes ou de dispositifs, mais aussi et surtout une question de confiance, de communication et de collaboration entre les forces de l'ordre et la population qu'elles protègent. C'est pourquoi nous saluons la démarche de Ramp-Bénin qui a su créer cet espace d'échange ouvert, constructif et respectueux. Pour cette dernière étape du projet Dialogue, Sécurité et Démocratie, les participants venus de tous les départements du Bénin ont eu droit à un panel sur la thématique Dialogue, sécurité et cohésion sociale vers un modèle béninois de prévention des tensions électorales. 3 panélistes, le père directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, Eric Aguenounon, le directeur départemental de la police républicaine du littoral, André Dalokono, et le docteur Herman Wessou ont outillé les participants sur les méthodes pour préserver la paix. Un moment qui a permis à tous de se ressourcer. Cette association a voulu focaliser l'attention sur comment les jeunes peuvent être associés à la promotion de la paix. Et il n'y a pas que les jeunes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est différents groupes. Mais il y a les jeunes, il y a les forces de l'ordre, donc la police républicaine. Il y a aussi des religieux et particulièrement le panel de ce matin a permis de lier
tous les gens qui peuvent être saisis pour promouvoir la paix. Les policiers, les personnes de l'ordre ne sont pas là pour notre mal. Ces personnes-là sont bien intentionnées, sont là pour notre bien et nous devons travailler avec eux. De même, nous devons user de sagesse dans tout ce que nous disons, tout ce que nous partageons avec les autres et nous devons comprendre que la paix, c'est une question de tous. C'est une merveilleuse idée, c'est une belle initiative qui a été très bien organisée d'ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment l'occasion pour nous jeunes de grandir, de quitter les petites questions en fait pour goûter aux questions qui vont nous permettre d'être des acteurs actifs pour le développement du pays. Mission accomplie pour Ramp Bénin qui s'active déjà pour d'autres initiatives pour la promotion de la paix au Bénin et bien au-delà. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce jeudi. Merci et à la prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive. Engagée dans une dynamique de structuration et de professionnalisation depuis plusieurs années, la Fédération béninoise de badminton entend ouvrir la compétition électorale à tous les acteurs qualifiés. C'est ainsi qu'un appel à candidature est officiellement déposé à compter du lundi 10 novembre 2025. Les dossiers devront être déposé au secrétariat général de la Fédération au plus tard le 9 décembre 2025 à 18h contre une décharge. Conformément au statut de la Fédération, plusieurs postes sont à pourvoir. Il s'agit d'un président, de 3 vice-présidents représentant les zones sud, centre et nord, d'un secrétaire général et de son adjoint, d'un trésorier général et de son adjoint, d'un responsable à l'organisation et de 2 adjoints et d'un représentant des arbitres. La fédération va plus loin dans son ouverture en réservant également des postes à des catégories souvent moins représentées. Ainsi, un membre féminin et ainsi que 2 représentants des athlètes siégeront désormais dans le comité exécutif. Les conditions d'éligibilité rappellent le sérieux du processus. Il faut être de nationalité béninoise, âgé d'au moins 25 ans, jouir de ses droits civiques, disposer d'une expérience dans la gestion sportive, être membre actif d'une association affiliée et détenir une licence de dirigeant valide. La moralité, l'intégrité et la compétence sont posées comme piliers incontournables. Par cette démarche transparente et ouverte, la Fédération confirme sa volonté de consolider son développement, d'enrichir sa gouvernance et de poursuivre la promotion du badminton sur l'ensemble du territoire national. On passe à une autre information à présent. Après l'ascension de 2 matchs à huis clos infligés aux Dragons de Louémé par la commission transitoire d'homologation des matchs des classements suite aux incidents enregistrés au cours de la rencontre Sobemap Football Club contre les Dragons de Louémé de la 6e journée de la Celtics Ligue 1 au stade Omnisport d'Avrancourt, où les supporters des Dragons de Louémé se sont montrés très agressifs envers les officiels du match. Le club est attendu dans les tout prochains jours devant la commission. Le club est attendu notamment ce jour, le jeudi, dans la soirée, devant la commission des sanctions pénalités et de la Ligue de football professionnel du Bénin, présidée par Apollinaire Dassy. En effet, dans un courrier référencé numéro 013/2025/LFPB, Ligue professionnelle de football du Bénin/CT, du 9 novembre 2025, la commission de transitoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Bénin a convié certains joueurs et responsables des supporters des Dragons de Louémé à une séance de travail de la commission de sanctions et pénalités de la Ligue professionnelle de football du Bénin ce jeudi, je le disais, à 19h dans les locaux de la Ligue professionnelle. Ils sont au nombre de 4 membres de l'écurie des Oranges et Noirs de Porto Novo, à savoir Grégoire Saïzonou, président des supporters des Dragons de Louémé, Bachirou
Aïssionou, responsable à l'organisation des supporters des Dragons de Lomé, Moussafiou Amadou, joueur et capitaine des Dragons de Lomé, et Malik Akinola, joueur des Dragons de Lomé. Tous sont attendus pour la séance de travail. Par ailleurs, aucune absence de ces derniers n'est tolérée pour ces assises, a fait remarquer la correspondance. Outrepasser cette directive, les intéressés s'exposeront aux sanctions afférentes selon les dispositions du Code de discipline de la Fédération béninoise de football, a signifié la note sur Rappelons que la commission de sanctions et pénalités créée par décision 003-2025 LFPB-CT du comité transitoire de la Ligue professionnelle de football du Bénin le 3 octobre 2025 a pour mission de garantir l'ordre disciplinaire et le respect des règlements au sein du football béninois. Dernière information à présent, ce jeudi, Bruno Arthur Didavi, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football du Bénin, ancien président de la jeunesse sportive de Poubert, est conduit à sa dernière demeure. Le monument du football béninois, décédé le 7 octobre dernier, aura droit à des hommages nationaux au stade de l'Amitié de Cotonou avec son inhumation dans les prochaines heures au cimetière d'Akwakwa. Hier, une messe veillée remplie d'émotions lui a été offerte en présence de la famille et de grandes sommités du football béninois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive de ce matin. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression avoir deux poids, deux mesures. Avoir deux poids et deux mesures signifie qu'on ne juge pas tout le monde ou toutes les situations selon les mêmes critères. Autrement dit, on ne fait pas preuve d'injustice ou de partialité en appliquant des règles différentes à des cas pourtant semblables. Cette attitude traduit souvent un favoritisme, une hypocrisie ou un manque d'équité. L'expression vient du vocabulaire du commerce ancien où l'on accusait certains marchands d'utiliser des balances faussées. Un poids pour eux et un autre poids pour les clients. Symbole d'inégalité et de tromperie. Exemple d'utilisation, les citoyens dénoncent un gouvernement qui applique deux poids et deux mesures selon la classe sociale. Ou encore, on accuse souvent certains enseignants d'avoir deux poids et deux mesures lorsqu'ils sont plus indulgents avec les élèves préférés. Et voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de quelques remèdes naturels pour soulager un panarrhée aux doigts ou aux orteils. Alors déjà, c'est quoi un panarrhée? Il s'agit d'une infection douloureuse touchant les tissus sous-cutanés autour d'un ongle de main ou moins souvent de pied. La plupart du temps, il est causé par une bactérie entrant dans la peau suite à une petite blessure, ce qui occasionne une rougeur, une chaleur, un gonflement et surtout des douleurs. Avant tout remède ou astuce, il faut déjà avoir une bonne hygiène en se lavant correctement les mains. Éviter de se ronger les ongles et d'enlever les petites peaux autour des ongles. Faire attention également en se coupant les ongles pour ne pas crier de blessure. Ceci permettra donc de ne pas créer de porte d'entrée pour les bactéries. Garder des ongles courts et éviter d'avoir les mains ou les pieds trop longtemps dans l'eau. Alors comme premier remède ou première solution, nous avons un cataplasme d'argile verte. Verser de l'argile verte dans un saladier en verre ou en porcelaine et ajouter de l'eau de source et mélanger avec une cuillère en bois de préférence afin d'obtenir
une pâte bien souple. Disposez cette pâte dans un petit morceau de tissu en coton ou en lin selon vos préférences et appliquez sur le doigt ou le pied concerné. Maintenez ce pansement au moins une vingtaine de minutes jusqu'à ce que l'argile soit bien sèche. Renouvelez le cataplasme plusieurs fois dans la journée, mais n'utilisez pas la même terre, jetez l'argile utilisée et recommencez l'opération. Deuxième solution, nous avons l'oignon. Apprécié pour ses propriétés anti-infectieuses, l'oignon aide à ramollir les tissus, à calmer l'inflammation et à lutter contre l'infection et la douleur. Pour cela, appliquez une moitié d'oignon cuite, mais encore tiède, directement sur la partie concernée. Troisième solution, le miel. Pour ce faire, amis internautes, mélangez une grosse cuillère à soupe de miel avec un peu d'infusion de thym, de manière à obtenir une sorte de pommade. Appliquez ensuite cette dernière sur une compresse que vous maintiendrez toute la nuit enroulée autour du doigt ou du pied concerné. Enfin, dernière solution, un bain de gros sel et de ricin. Remplissez un bol avec l'eau chaude et ajoutez-y une cuillère à café de gros sel et une cuillère à soupe d'huile de ricin. Laissez baigner votre doigt ou votre pied ou votre orteil, dans ce bain pendant 30 minutes environ. Vous pouvez répéter ce soin, jusqu'à 3 fois par jour. Et voilà, avec ces différentes astuces, dites adieu à vos panarés au doigt ou au pied. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Brice. D'origine latine, Brice signifie tâche. Les Brice sont souvent ambitieux, vifs et charismatiques. Ils aiment aller droit au but, ne tournent pas autour du pot et savent se faire respecter. Brice, c'est le genre d'amis sur qui on peut compter, mais qu'il ne faut pas trahir. Les Brice sont célébrés chaque année le 13 novembre. Alors, très belle fête à tous les Brice. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Aujourd'hui, vous pourriez compter sur votre sens de l'organisation pour gérer pleinement et efficacement vos priorités du moment. En agissant de la sorte, vous gagnerez du temps et vous pourrez même vous octroyer une pause pour occuper la routine. Chers taureaux, vous obtiendrez des soutiens insolites qui prendront beaucoup de force par la suite. Les contacts seront favorisés. Si vous vous attelez à temporiser votre impatience, vous y gagnerez. Votre optimisme en hausse vous renforcera en énergie. Gémeaux, à présent, vous ne supportez pas facilement les contraintes sociales aujourd'hui. C'est le moment de vous calmer et de faire le point. Votre énergie est au beau fixe. Vous aurez besoin de vous dépenser. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Chers amis Cancer, l'ambiance est légère. Aujourd'hui, vous vous sentez plus libre de profiter de la vie. Suivez vos élans, votre dynamisme est au beau fixe. Vous aurez du mal à vous arrêter. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Si vous êtes du signe Lion, entre ce que vous désirez et ce que les autres souhaitent, vous devez faire des compromis, ce qui est indispensable pour éviter les conflits. Votre forme générale est de nouveau en baisse. Il vous est recommandé de vous défaire d'une mauvaise habitude. Nature du signe Cancer, votre vivacité d'esprit et votre bonne humeur vous permettront de mener des bonnes actions. Vous êtes en possession de tous vos moyens pour vous lancer dans de nouvelles activités ou démarrer de nouveaux projets. Alors foncez. Balance, à présent, vous allez vous sentir plus réceptif à des manières de voir la vie différentes de la vôtre. Voilà qui vous ouvre à de nouveaux horizons. Votre susceptibilité en éveil vous placera beaucoup trop sur la défensive. Amis Scorpion, votre vie relationnelle est placée sous les feux des projecteurs. Vous êtes positif et bienveillant envers tous ceux qui vous entourent. Ainsi, vous évoluez dans une agréable ambiance qui vous comble de bonheur et qui vous donne l'envie de partager et d'échanger plus que d'habitude. Amis Sagittaires, vous ressentez le besoin de vous dévouer à certains. Vous négligez pas les détails. Vous devrez poser vos limites pour préserver vos acquis et vos relations. Il faut trouver l'équilibre de ne pas vous sacrifier.
Amis Capricorne, à présent, les influx qui règnent aujourd'hui sont très dynamiques, ce qui va vous arranger et vous faire gagner du temps. Vous avez encore l'énergie de vous offusquer, c'est très bon signe, mais ne laissez pas le stress vous envahir. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne croyez pas sur parole tout ce qu'on vous dira. Prenez des distances et soyez sélectifs. Ne vous étalez pas outre mesure dans vos discours. Consacrez-vous à vos priorités du jour en toute discrétion. Poisson, pour finir, vous serez positivement réceptif pour écouter vraiment les autres et collaborer plus étroitement avec votre entourage. Votre impatience assortie des sentiers battus vous rend casse-cou. Soyez prudent pour vos articulations. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, c'est le professeur Patrick Renou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être matinal. C'est un plaisir que j'éprouve chaque fois que je suis invité. Vous êtes sociologue politiste, expert en gouvernance démocratique. Vous êtes le directeur de l'administration du parti politique Renaissance Nationale. Vous êtes là ce matin pour nous en dire davantage sur les motivations de la fusion annoncée entre la Renaissance Nationale, un parti politique présidé par Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseillère, et Renaissance Nationale qui fusionne avec l'Union progressiste, le Renouveau. D'entrée de jeu, dites-nous, est-ce que c'est la réforme du système partisan qui a fait peur à la Renaissance nationale pour qu'elle décide de fusionner? Merci pour la question. Il faut dire que le parti Renaissance nationale est un parti qui n'est pas né d'hier. C'est un parti qui a fait son petit bonhomme de chemin. Et je vais dire, ça fait 20 ans maintenant que la présidente Claudine Afiavi-Prudencio a fait son entrée en politique, a créé un parti politique, l'a animé et pendant tout ce parcours a eu des succès parce que le parti a engrangé des postes, a levé des sièges à l'Assemblée nationale et elle-même a été plusieurs fois ministre. Et après une vingtaine d'années, il faut s'asseoir et réfléchir et faire une introspection qui puisse voir clairement les bases jetées pour l'avenir. Et c'est en cela que nous avons à la Renaissance nationale convoqué un congrès extraordinaire et le samedi 8 novembre dernier, et ce congrès a pour thème, ou avait pour thème central, quel avenir pour le parti Renaissance nationale dans le contexte politique actuel. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant tout ce parcours d'animation de la vie politique, il est venu le moment où le parti devrait réfléchir pour jeter les jalons pour un avenir radieux, aussi bien pour les militants que surtout pour le Bénin en général. Je pense pour ma part que c'est l'idée qui a animé la convocation de ce congrès extraordinaire et qui a été meublé par 3 points fondamentaux. Le premier point, c'est de faire le bilan depuis la création jusqu'à la refondation du parti en 2023 et jusqu'en 2025. Et après, deuxième point, c'est la participation ou non du parti Renaissance nationale aux élections couplées de 2026. Et en troisième lieu, il fallait jeter les bases. Il fallait explorer les pistes pour un avenir meilleur pour le parti. Et c'est en cela qu'à l'issue de ce travail, auquel avaient pris part les participants, n'est-ce pas, à ce congrès extraordinaire, les militants oui, qui sont représentés, je pense pour ma part que c'est à cette occasion-là qu'ils ont réfléchi, parce que ce congrès était appelé de tous les vœux pour que nous puissions explorer, n'est-ce pas, l'horizon pour 2026. Mais ce qui est important de retenir, c'est que à l'issue des travaux, nous avons dégagé quelques pistes et ces pistes-là nous ont conduit à retenir, n'est-ce pas, des décisions, à prendre des décisions idoines qui pourraient nous permettre de nous affirmer davantage, n'est-ce pas, dans l'arène politique à partir donc de 2026. À partir de 2026. Mais dites-nous, quels sont les fondements
de cette décision hautement politique de fusion avec l'Union progressiste de renouveau? Pourquoi pas avec le Bloc républicain que vous avez eu par le passé? On sait ce qui s'est passé quand même par le passé. Oui. C'était pas une expérience quand même révisante. Oui, mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons réfléchi. Et le contexte actuel exige de nous une réflexion. Et vous savez, la réforme du système partisan nous a permis de faire notre petit bonhomme de chemin. Et je vais dire, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'en arriver à de très grands regroupements. Et c'est vrai que le parti que nous avons choisi, c'est l'UPR, la fusion avec l'UP, le renouveau, l'Union progressiste, le renouveau. Et je pense que pour en arriver là, il a fallu des discussions et il a fallu des échanges. Il a fallu... Quels sont les arguments qui ont pesé en faveur de l'Union progressiste de renouveau? Est-ce parce que ça n'a pas marché avec le Bloc républicain que vous avez choisi l'Union progressiste de renouveau? Non, nous ne voulons pas remuer le couteau dans la plaie, oui. Mais il faut dire que l'expérience avec le Bloc républicain n'a pas prospéré. Et simplement parce que les clauses qui devraient être respectées pour qu'on chemine vers la fusion, ces clauses-là n'ont pas été respectées. Et donc, nous avons jugé bon de nous retirer de ce processus pour nous refaire une bonne image. Et c'est justement pour cette raison qu'en 2023, après cette expérience malheureuse, il y a eu la refondation du parti. Et c'est en cela que le nom a été changé. Ce n'est plus l'UDBN, c'est devenu Renaissance nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, en nous appropriant la méthodologie du chef de l'État, sa vision, parce que nous l'avons soutenu depuis 2016. Et vous n'êtes pas sans savoir que le parti Renaissance nationale était à l'avant-garde des discussions qu'il y a eu, des échanges qu'il y a eu pour la désignation du duo candidat. Et donc, nous sommes en phase avec la politique du chef de l'État. Nous sommes comptables de sa gestion et nous pensons que c'est le moment plus que jamais de rester soudés avec toutes les parties de la mouvance pour construire le Bénin du futur. Et donc, c'est en cela que le parti qui semble, à nos yeux, le plus indiqué pour nous aider à atteindre ces objectifs, c'est l'UPR, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Et c'est justement pour ces raisons que nous avons préféré aller à la fusion avec l'Union progressiste, le renouveau. Alors, quelles sont les implications de cette fusion-là? Ah, mais... fusion-absorption? Oui, bon, on dira quand même que c'est d'une fusion-absorption qu'il s'agit. Et la fusion-absorption suppose que le parti Renaissance nationale intègre, n'est-ce pas, le parti l'Union progressiste, le renouveau, et perd ses attributs au profit donc du parti d'accueil. Et donc, c'est ce que nous avons préféré. Deuxièmement, la fusion va impliquer directement, de facto, n'est-ce pas, l'adhésion de tous les militants, de toutes les militantes et de tous les militants de RN, n'est-ce pas, au parti Union progressiste, le renouveau. Et en troisième lieu, vous savez, l'implication essentielle aussi, l'une des implications les plus essentielles, c'est que le bureau exécutif a été mandaté par les congressistes pour conduire à terme le processus de fusion en remplissant les formalités administratives au ministère de l'Intérieur. Et donc, en tout cas, par le biais de ce congrès extraordinaire, nous avons lancé un appel à toutes les militantes et à tous les militants pour qu'ils soient sereins afin d'observer les grandes décisions qui ont été prises. Et je pense que nous avons eu des échos qui sont très encourageants et dans ce sens, parce qu'effectivement, les congressistes étaient des représentants valables de tous les militants, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est ou à l'est. En tout cas, les 24 circonscriptions électorales ont été représentées, les départements ont été représentés. En tout cas, les militants sont venus de partout pour réfléchir et aider à prendre
une décision qui nous paraît fondamentale pour l'avenir, pour la co-construction du Bénin et du futur. Est-ce que au cours des échanges, est-ce que vous allez entamer les échanges avec l'Union progressiste Le Renouveau? Si oui, est-ce que vous avez échangé autour de la préservation des intérêts des militants? Parce qu'on sait que les militants, pour la plupart du temps, lorsqu'ils militent au sein de partis politiques, c'est pour peut-être se voir être élus conseillers communaux, conseillers municipaux ou peut-être députés. Nous sommes à quelques jours des dépôts des dossiers de candidature pour les législatives. Est-ce que tout cela a été pris en compte si éventuellement il y a déjà des échanges qui ont été entamés? Oui, je voudrais rassurer toutes les militantes et tous les militants du parti Renaissance nationale pour dire que la mutation que nous avons réalisée et qui permet au parti de mourir un peu pour renaître davantage, cette fois-ci dans l'UPR, cette décision-là est une décision salutaire et qui prend en compte les intérêts de tout le monde. À savoir que pour les élections couplées, nous avons opté pour les élections générales, législatives. Et à cette occasion, nous avons déjà réuni tous les dossiers avant que d'aller, n'est-ce pas, à la fusion. Et nos échanges avec les responsables de l'UPR sont allés dans le sens de la préservation des acquis. Et pour nous, les acquis, c'est de voir dans quelle mesure on peut récupérer les candidats, n'est-ce pas, de notre parti. On n'avait pas fait de l'ombre à d'autres qui étaient déjà là à l'Union progressiste Le Renouveau? Non, vous savez, tout a été décidé en toute connaissance de cause et en toute clairvoyance. Et c'est le lieu, quand même, de saluer la politique vraiment du gouvernement, parce que justement, la réforme du système partisan était une réforme salutaire et nous permet aujourd'hui, au regard, n'est-ce pas, des propositions que formule à chaque fois le chef de l'État, c'est le lieu de dire que nous avons saisi la balle au bond pour faire de cet idéal-là une réalité au Bénin. Avoir de grands regroupements, n'est-ce pas, politiques, qui puissent nous aider à relever les défis qui sont les nôtres. Et donc, les militantes et militants qui ont réussi à déposer leur dossier de candidature pour le compte des élections législatives seront pris en compte dans le parti d'accueil, dans l'Union progressiste, dans la mesure du possible. Et ce n'est pas le lieu de tenir des propos illusoires. Et donc, il faut en retenir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que l'Union progressiste Le Renouveau, par le biais de notre plaidoyer, fera en sorte que le maximum de candidats soit récupéré. Et d'ailleurs, hier c'était le 12 novembre, nous avons consacré cette fusion-là par la signature d'un contrat avec le président de l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, hier, une délégation du parti Renaissance nationale s'était rendue, n'est-ce pas, chez le président Joseph Djogbenou, et nous avons formalisé la fusion par la signature d'un contrat qui nous lie désormais et qui entérine sur toutes les décisions qui ont été prises à l'issue de ce congrès extraordinaire. Donc ça veut dire que le Parti politique Renaissance nationale n'existe plus, ou il y aura après un autre congrès ou une autre assise conformément au texte du parti pour consacrer sa dissolution? Nous avions dit dans notre PV, en tout cas dans notre procès verbal, oui, nous avions retenu clairement que la fusion entraîne de facto, n'est-ce pas, l'adhésion des militants et que nous ferons les formalités administratives comme cela se doit et qu'une fois ces formalités remplies, le parti Renaissance nationale devrait disparaître, devrait mourir pour renaître davantage dans ce parti parce que les forces vives de ce parti-là intègrent désormais le dispositif du parti Union progressiste Le Renouveau. Et donc, vous convenez avec moi que si hier, nous avons signé le contrat, cela, en tout cas, nous contraint désormais à considérer que le parti Renaissance nationale a cédé, n'est-ce pas, l'arène politique au parti Union progressiste
Et par la même occasion, dire que les militants vraiment très actifs au sein du Parti Renaissance Nationale sont désormais entièrement dans le Parti Union Progressiste Le Renouveau et contribueront à animer la vie politique et par leur savoir-faire, par leur engagement, par leur détermination, par leur dévouement, par leur loyauté. Et ça, il faut le souligner. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le défi qui mérite d'être relevé se retrouve à travers les différents éléments que je viens d'avancer. Et le plus important pour nous, c'est de dire que par rapport à l'élection présidentielle, nous sommes engagés, définitivement engagés, parce que nous avions fait la promesse que au Parti Renaissance Nationale, nous allons soutenir le duo candidat de la mouvance, et il ne s'agissait même pas d'un soutien, simplement parce que nous avons porté cette candidature et nous l'avons martelé plusieurs fois. Et donc nous restons constants dans notre démarche, quel que soit l'endroit où nous nous situons aujourd'hui, c'est d'avoir une stratégie qui puisse nous permettre d'assurer la victoire du candidat, du duo candidat au premier tour. Au premier tour, une victoire au premier tour. Alors, l'autre interrogation, c'est de savoir, est-ce que dans la signature des clauses, est-ce que vous avez prévu des dispositions pour, au cas où les engagements de départ ne seront pas respectés, est-ce que vous pouvez faire marche en arrière, un peu comme avec le bloc républicain? En nous appropriant la logique de la mouvance présidentielle aujourd'hui, en nous appropriant l'orientation du président de la République, nous nous sommes dit qu'il n'est pas besoin de rester accroché à certains détails au point de noyer l'essentiel. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas d'exigence. Mais si une fois en fusionnant, vous êtes noyé dans le grand ensemble. Non, en tout cas, nous avons affaire à des responsables. Et nos échanges encore hier avec le président Joseph Diogbenou ont prouvé à suffisance que nous sommes en phase et que en venant au Parti Union Progressiste Le Renouveau, nous ne serons pas déçus. En tout cas, nous avons la bonne foi, nous martelons cette bonne foi que nous jouerons notre partition dans ce parti et que les militants qui étaient là avant nous sont disposés à nous accueillir à bras ouverts pour qu'on travaille en commun parce que l'union fait la force. Et donc, nous, notre logique, c'est d'arriver à nous donner la main pour faire de la victoire du duo candidat une victoire proclamée dès le premier tour. Et donc, pour aller plus loin, nous dirons que Madame Claudine Afiavi-Prudencio n'est pas née d'hier, vous le savez très bien, a une solide expérience en ce qui concerne l'animation de la vie politique, a une solide expérience en ce qui concerne la concurrence politique et mettra tout cela au service donc de l'Union progressiste, le renouveau. Et ira encore plus loin parce qu'elle a derrière elle un vaste réseau qu'elle peut continuer à mobiliser pour que, une fois au sein donc de ce parti, elle puisse rayonner par son savoir-faire, par un certain nombre d'acquis, cette fois-ci, qui seront mobilisés pour le bien de l'Union progressiste et plus largement pour le bien de la mouvance présidentielle. Alors, à quand définitivement la fusion sera actée? La fusion, je peux dire qu'elle est actée depuis hier, à partir du moment où nous avons... Est-ce qu'on peut dire que depuis hier, Renaissance Nationale est morte? Si vous le dites en ces termes, vous êtes pressé d'ensevelir le parti. Je ne m'inscris pas forcément dans cette logique, mais nous constatons quand même qu'à l'issue de la signature de ce contrat, comme je vous l'ai dit, le parti Renaissance Nationale cesse d'exister en tant que parti et se fond, n'est-ce pas, dans le parti d'accueil qu'est l'Union progressiste, le renouveau. Donc le plus important à retenir,
c'est que au niveau du parti, nous avons fait l'option donc de nous départir d'un certain nombre de considérations et de ne voir que la vision du chef de l'État, de ne voir que la réforme du système partisan, de ne voir que la logique qui sous-tend le regroupement des forces, le regroupement, la capitalisation des expériences pour que demain, on puisse travailler efficacement à l'éclosion des valeurs, qu'on puisse travailler et à la consolidation des acquis démocratiques, qu'on puisse travailler finalement au développement du Bénin. Quand vous écoutez le chef de l'État, Patrice Talon, vous comprenez aisément que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de nous départir des considérations politiciennes et de nous concentrer sur la construction du pays, de nous concentrer sur les défis à relever en termes de développement. Et je pense pour ma part que le Parti Renaissance nationale s'est inscrit dans cette dynamique-là et a voulu jouer sa partition pour que le rêve du chef de l'État soit réalité, n'est-ce pas, à partir donc de 2026. On sent dans votre développement que vous épousez grandement la réforme du système partisan. Pour vous, quelle en est réellement la pertinence? Tout le monde était d'accord avec tout le monde pour reconnaître que l'effectif pléthorique des partis politiques que nous avons enregistré à partir donc des années 1990, cet effectif pléthorique ne conduirait pas, ne pouvait pas conduire le pays au développement. Et d'ailleurs, vous aurez compris aussi que par ce biais, les partis politiques qui étaient créés étaient des partis politiques régionalistes, n'avaient pas une connotation nationale au point de fédérer les énergies. Et je pense que la réforme du système partisan est venue mettre un terme, n'est-ce pas, au désordre que nous avons vécu, que nous avons observé. Et la réforme du système partisan, désormais, a clamé le regroupement des forces, a insisté sur le regroupement des forces politiques. Et à l'horizon 2026, nous aurons quelques partis politiques qui constituent vraiment des partis nationaux, ayant des militants avertis, formés, et pour que la construction, n'est-ce pas, la participation à l'œuvre de construction du Bénin soit réelle. Merci à vous, professeur Patrick Renou. Un petit commentaire pour conclure. Merci beaucoup. Je voudrais dire que le Parti Renaissance nationale n'a pas démérité, s'est affirmé comme un parti politique responsable dans l'arène politique, a fait son bonhomme de chemin et est arrivé à une phase où il devait réfléchir, faire une introspection, et cette introspection a donné les résultats que vous voyez, à savoir qu'il faut mourir un peu pour renaître davantage avec toute l'énergie, avec tout l'engagement possible pour aider à construire le Bénin, pour aider le Bénin à atteindre ses objectifs sur le plan du développement. Et c'est l'occasion de saluer l'engagement de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio qui s'est donnée, qui s'est sacrifiée pour ce parti. C'est le lieu également de saluer tout l'effort à la tête du pays, tout l'effort qui est fait par le président Patrice Talon. Et le plus important pour nous aujourd'hui, puisque nous sommes en phase, c'est de nous donner la main, de faire en sorte que tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement soient davantage soudés pour que les défis soient relevés et que les résultats escomptés soient atteints. Merci à vous, Patrick Renou. Je rappelle que vous êtes sociologue politiste, expert en gouvernance démocratique, directeur de l'administration du Parti Renaissance nationale qui fusionne avec l'Union progressiste Le Renouveau. Chers amis internautes, c'est la fin de l'invité matinal de ce matin qui met fin à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Un petit coucou à nos amis de Londres, notamment à Charbel et également à Romao, Orience. Chers amis internautes, on se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes.